Je suis très heureux de vous retrouver sur Ecofin Télévision pour cette nouvelle session d'information consacrée à la rétrospective de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Débutons justement cette rétrospective par cette information. Depuis près d'une semaine, la monnaie nationale, le franc congolais, s'échange entre 2200 et 2300 le dollar américain, une dépréciation qui se fait sentir dans le vécu quotidien de la population. Pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, cette dépréciation est due tout simplement à une pression injustifiée sur les marchés d'échange, mais aussi à la volonté du gouvernement central à dédollariser l'économie du pays. On l'écoute, il était au micro de nos confrères des Top Congo FM. C'était en fin de semaine dernière. Effectivement, l'année 2021 s'est très bien terminée. On a eu un glissement, une dépréciation du taux de change d'à peine 1%, moins de 2%. Et donc, on peut dire que ça a été une année très bonne du point de vue du taux de change. Alors, début 2022-23, nous constatons avec une certaine surprise qu'il y a une pression sur le marché d'échange que nous sommes obligés d'élucider. Alors, au moment où nous parlons, nous avons compris que c'est en partie la conséquence de notre volonté de dédollariser l'économie, conformément aux souhaits de tout le monde. À partir du dernier trimestre de l'année passée, nous avons privilégié les paiements en monnaie nationale plutôt qu'en devise, ce qui nous permettait de favoriser, puisqu'il y a une stabilité, puisque les paramètres macroéconomiques sont bons, dans le sens où il n'y a pas de déséquilibre ni de balance des paiements, ni du budget, et encore moins du crédit à l'économie, il n'y avait pas de raison d'anticiper une pression sur le taux de change. Donc nous avons privilégié les paiements en francs congolais, mais fort malheureusement, les habitudes des Congolais sont telles qu'ils préfèrent aller les garder en devise, et c'est cela qui explique au moins en partie cette pression sur le marché des changes. Il y a une trop forte préférence pour le dollar. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Parce que traditionnellement, nous avons dans notre masse monétaire environ 13-15% de la masse monétaire en francs congolais et 85% environ, parfois ça monte à 90% en dollars. Alors, lorsque nous voulons inverser ce phénomène en privilégiant les paiements en francs congolais, il faut que les gens aient une totale confiance qu'il n'y a pas de raison que la monnaie nationale perde la valeur. Mais tant que dans les esprits, on préfère toujours se réfugier dans les dollars, eh bien, on vient exercer une pression qui n'est pas justifiée pour acquérir des dollars et qui conduit à cette surchauffe. Nous sommes obligés d'intervenir sur le marché, c'est ça le rôle de la Banque centrale, pour réguler, et je crois qu'elle est en train de le faire, et on a vu déjà une certaine accalmie qui a commencé. Moi qui vous parle, je préfère garder mon épargne en francs congolais, parce que je suis sûr de la politique globale que nous menons, et je n'ai aucune raison d'anticiper une dégringolade du franc congolais. Lundi 16 janvier 2023, plusieurs personnalités politiques ont pris part à l'occasion du 22e anniversaire de la mort de l'ancien président congolais Laurent Désiré Kabila, au culte d'Action des Grâces célébré en la cathédrale du centenaire protestant. Les détails dans ce reportage. 16 janvier 2001, 16 janvier 2023, cela fait exactement 22 ans depuis l'assassinat de Laurent Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Pour honorer sa mémoire, un culte d'action de grâce a été organisé ce lundi à la cathédrale du centenaire. Dans sa prédication, le révérend pasteur Daniel Kawata a invité les uns et les autres à l'humilité. Mais lorsqu'il n'y a pas d'humilité, l'on ne saura pas très bien coordonner les efforts des uns et des autres. Prenant la parole, la famille de l'illustre disparu a exprimé sa gratitude à l'assistance. Révérend président national de l'Église du Christ au Congo, honorable députés et sénateurs,
Messieurs les officiers et les sous-officiers de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, leurs éminences, chefs de confession religieuse, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, à vos titres de qualité respectifs, nous vous exprimons notre gratitude pour avoir honoré ce culte, l'action de grâce par votre présence. À noter aussi que plusieurs cadres et militants de certains partis politiques ont pris part à ce culte d'action de grâce. Et le mardi 17 janvier, la République démocratique du Congo a célébré le 62e anniversaire du décès de Patrice Emery Lumumba, premier ministre et l'un des pères de l'indépendance. Élevé au rang de héros national, les autorités publiques et plusieurs personnalités se sont recueillies à l'occasion à son mausolée érigé dans l'enceinte de la place ex-échangeur de Limete. Des drapeaux des différentes formations politiques, à perte de vue, de personnalités de premier rang, y compris les membres de la famille des illustres disparus, défilent à tour de rôle pour déposer les gerbes des fleurs, des curieux et des militants venus des différents coins de la capitale. Elles sont ici, dans ces cadres, où repose pour l'éternité l'héros national Patrice Emery Lumumba. Ces recueillements en ces lieux est une première depuis l'arrivée en pompe, fin juin 2022, de la relique de l'ancien Premier ministre, venu de la Belgique et restitué par les autorités belges lors d'une cérémonie à Bruxelles en présence du roi. Il s'agit d'une dent prélevée sur son corps par un officier belge après son assassinat abattu le 17 janvier 1961 avec deux de ses compagnons de lutte, Joseph Okito et Maurice Mpolo, sous les commandements belges et seulement 6 mois après l'indépendance du pays. Les conditions de son assassinat n'ont jamais été réellement élucidées, mais la Belgique a été reconnue moralement responsable de sa disparition et a présenté des excuses officielles. Ces restes, après avoir sillonné la République démocratique du Congo dans le cadre de ses funérailles, allant notamment à Kisangani, à Lumumbashi, mais également au village Chilatembo où il a été assassiné, reposent à jamais dans ses mausolées et le peuple congolais reconnaissant lui a rendu ces jours des hommages mérités. En 2023, l'administration fiscale de la République démocratique du Congo prévoit la mise en œuvre d'une vingtaine de mesures pour poursuivre la tendance haussière dans la mobilisation des recettes publiques. Ces mesures seront exécutées par les 3 régies financières, à savoir la DGI, la DGRAD et la DGDA. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend réitérer et dépasser sa mobilisation record des recettes publiques en 2022. Pour l'année 2023, le gouvernement Samalou Kondé met les caps encore très haut et entend réaliser un budget de 15,6 milliards de dollars américains. Pour atteindre un tel niveau des ressources financières, les régies financières, sur instruction du ministère des Finances, auront à mettre en œuvre une vingtaine de mesures en vue de maximiser la mobilisation des recettes publiques. En vue de booster le niveau des recettes fiscales et non fiscales, le gouvernement de la RDC entend poursuivre rigoureusement les actions entreprises pour améliorer le recouvrement des recettes internes. À cet effet, la politique fiscale préconisée est essentiellement orientée vers la modernisation des administrations financières, la lutte contre la corruption, le coulage des recettes, l'évasion et la fraude fiscale, ainsi que la promotion de la culture et de la justice fiscale et la création d'un environnement fiscal attractif aux investisseurs privés. Peut-on lire entre autres dans l'exposé des motifs de la loi des finances exercice 2023. Cette vingtaine de mesures envisagées pour l'exercice budgétaire 2023 se répartit entre les 3 régies financières, à savoir la DGI, la DGRAD et la DGDA. Pour la DGI, il va s'agir notamment de la poursuite du processus de la mise en place du logiciel de gestion intégrée de l'impôt, la poursuite de la migration avec l'appui financier du gouvernement, la poursuite des actions avec l'appui du gouvernement sur la retenue et le reversement de l'IPR
à charge des engagés locaux, des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que ceux des organismes internationaux. Le renforcement de l'encadrement des missions de contrôle fiscal sur place. Pour la DGDA, il va s'agir notamment de la poursuite de la mise en œuvre effective du système de traçabilité des produits soumis aux droits d'accise, le renforcement du contrôle des destinations des marchandises importées en exonération, la mise en œuvre effective de l'inspection des traçabilités du STDA, mais aussi la sollicitation de l'accompagnement du gouvernement dans les recouvrements des dossiers contentieux. Pour la DGRAD, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit le déploiement de la Logirad pour la digitalisation de la procédure de la collecte des recettes non fiscales et le renforcement des missions de contrôle avec la DGRAD et la sensibilisation auprès des assujettis. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à la session d'ouverture du Forum économique mondial de Davos qui s'est tenu du 16 au 20 janvier 2023 en Suisse sur le thème « Coopérer dans un monde fragmenté ». Le chef de l'État congolais a profité de ces assises pour faire entendre la voix de la RDC auprès des décideurs mondiaux, rétablir la vérité sur la crise sécuritaire dans l'est du pays et présenter les atouts de la RDC aux investisseurs présents à Davos. On l'écoute ici spécialement sur la question sécuritaire à l'est du pays. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause évidemment de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Restons toujours dans les couloirs du sommet des Davos. Des investisseurs étrangers désirant investir en République démocratique du Congo devront opter pour une approche des collaborations fondée sur le partenariat gagnant-gagnant, a fait savoir en début des semaines justement à Davos la délégation congolaise conduite par le président Félix-Antoine Tshisekedi qui participe à ce forum économique mondial dont la clôture est intervenue le vendredi 20 janvier dernier. Tony Antoine Dibendila pour les détails.
Ce forum économique, considéré comme un grand rendez-vous des leaders mondiaux, est placé sous le thème « Coopérer dans un monde fragmenté ». Les déplacements de Félix Tshisekedi pour cette rencontre des décideurs mondiaux ont un double objectif, à savoir montrer que la République démocratique du Congo est désormais une voix entendue dans les milieux du pouvoir du monde et faire passer les messages de vérité sur la crise sécuritaire à l'est de son pays où une guerre injuste est imposée, notamment par le Rwanda, rapportent certaines sources depuis Davos. La délégation congolaise a aussi participé à un panel axé sur les infrastructures pour une économie des énergies propres. C'était une occasion de vanter les potentiels hydroélectriques de la République démocratique du Congo ou encore les possibilités de création d'une industrie de production des batteries électriques en Afrique afin de capter des réels dividendes. Le président de la République démocratique du Congo était aux côtés notamment du président de la Confédération suisse, Alain Berset, de la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, du vice-premier ministre chinois, Liu He, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cette 53e édition du Forum économique mondial, débutée le lundi 16 janvier dernier, se clôture ce vendredi 20 janvier. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a révélé en début de semaine en cours les sociétés retenues pour l'exploitation des 3 blocs gaziers du lac Kivu. Il s'agit des 2 sociétés basées aux États-Unis d'Amérique et une au Canada. Ce après l'appel d'offres lancé en 2022 par le président de la République, Félix Tshisekedi. Les noms des 3 sociétés retenues par le gouvernement de la RDC pour exploiter les blocs gaziers du lac Kivu ont été révélés. Il s'agit notamment des Symbiom Power Android pour les blocs d'Imakelele, de Alpha-Jerry Energy Corporation, les blocs Luanjofu et de Winds Exploration and Production pour le bloc Induit. À part Alpha-Jerry qui se trouve au Canada, les 2 autres sont basés aux États-Unis. Cette sélection a été faite suite à l'appel d'offres lancé à ce sujet par la République démocratique du Congo. Ces appels d'offres sur l'exploitation des ressources pétrolières et gaziers de la RDC lancés par le président de la République, Félix Tshisekedi, en 2022 concernaient 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Selon certains experts, ces blocs pétroliers et gaziers de la RDC pourront commencer à produire du gaz d'ici 2024. Un apport sérieux du secteur des hydrocarbures pour les trésors publics. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a inspecté le site qui va accueillir la messe devant justement être célébrée par le pape François à l'aéroport d'Ndolo. Objectif, c'est rendre compte justement de l'évolution des travaux sur le terrain. Les détails dans ce reportage de Juvette Mbelou et Joe Manana. À quelques jours de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a effectué une descente d'inspection au site devant accueillir la messe qui sera dite par le pape François à l'aéroport d'Ndolo. Il était question pour Patrick Muyaya de se rendre compte de derniers aménagements qui doivent être faits. Nous sommes plus totalement satisfaits de l'évolution du rythme. Vous avez vu l'ingénieur qui nous a expliqué que la structure principale où la messe se tiendra, elle est presque achevée. C'est des travaux de finition qui pourront s'achever dans la semaine qui vient. Nous travaillons assidûment pour être sûr que le centre de presse qui vous permettra de commencer déjà à travailler d'ici puisse aussi être au point. C'est pour vous dire que la venue du pape ici, ce sera un événement historique qui n'est pas arrivé dans une vie. La dernière fois qu'il est arrivé, c'était il y a presque 38 ans. Et donc, tous les Congolais qui nous suivent à la maison doivent écrire aussi cette partie historique de notre histoire en venant ce jour-là, le 1er février, pour venir assister à cette grande messe que le pape dira à partir de Kinshasa. Pour le comité organisateur, ces travaux d'aménagement seront prêts d'ici le 25 janvier. Donc vous pourrez vous déplacer à 10, à 15, à 20 et venir même assister à la messe en famille parce qu'il y a autant d'éléments de commodité installés, notamment des toilettes, des dispensaires
non seulement de dispensaires, de cliniques mobiles, aussi bien en termes d'hospitalisation, en termes d'observation, mais on peut vraiment aller même au-delà, même en termes d'intervention chirurgicale s'il le faut. Nous avons une première livraison provisoire et technique le 25, parce que nous projetons une première répétition générale sur les sites au 27 de ce mois et une dernière au 30 janvier courant. Le gouvernement congolais a en parallèle indiqué que tous les services sécuritaires sont déjà mobilisés afin d'assurer la sécurité des citoyens. Dans le reste de l'actualité de la semaine, la Cour des comptes, en tant que juridiction financière et en compétence sur toute l'étendue du territoire national, promet de commencer d'ici peu à traquer justement judiciairement les détourneurs des deniers publics. C'était justement le premier président de cette juridiction qui l'a affirmé lors d'une journée porte ouverte organisée vendredi 20 janvier au Fleuve Congo Hotel, en présence notamment de l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete. En présence de plusieurs personnalités publiques, entre autres l'inspecteur général de finances, chef des services, Jules Alinguete, de députés nationaux et membres de la société civile. Jimmy Mungangangwaka, premier président de cette institution judiciaire, promet de commencer d'ici peu à juger les auteurs des détournements des deniers publics, des abus dans la gestion des finances publiques de l'État et ceux des corruptions, pour ainsi punir les antivaleurs et assainir les finances publiques. Bientôt, la Cour des comptes va commencer à juger les auteurs des fautes de gestion. Des jugements, bientôt il y aura des audiences. Bientôt, la Cour des comptes va commencer à faire fonctionner le juridictionnel. La Cour des comptes va commencer à faire le contrôle juridictionnel, qui consiste à juger le compte des comptables publics et à juger les fautes de gestion. La Cour des comptes ne poursuit pas les infractions de droit commun. La Cour des comptes, l'infraction qui est poursuivie à la Cour des comptes s'appelle faute de gestion. Mais cette faute de gestion peut occasionner une infraction de droit commun, les détournements, la corruption, etc. Dans ce cas-là, le procureur général prépare les dossiers et qu'il va transmettre au judiciaire via le ministre de la Justice. La société civile n'est pas la seule cible. Nous allons faire la même chose avec le gouvernement, avec le Parlement, les deux chambres. Nous allons faire la même chose avec les comptables publics, les ordonnateurs. Même, nous avons prévu une journée porte ouverte pour les étudiants. Nous allons le faire. Signalons que la Cour des comptes a pour mission d'effectuer de manière indépendante un contrôle externe a posteriori des finances de l'État. Toujours dans le cadre de cette journée porte ouverte à la Cour des comptes, l'activiste de la société civile Georges Kapiamba, participant à cette activité, a dit attendre un changement positif de la part des nouveaux animateurs de cette institution et a souligné quelques différences entre les missions dévolues à l'inspection générale des finances et celles de la Cour des comptes. On l'écoute. Si vous lisez bien la loi, la Cour des comptes est une institution juridictionnelle, à la différence de l'IGF. Juridictionnelle, c'est-à-dire c'est une juridiction. En termes simples, c'est un tribunal, mais un tribunal de haut niveau, qui doit être placé au même niveau que la Cour de cassation. Elle a la possibilité d'enquêter, mais aussi d'organiser des procès contre des personnes qui sont suspectées d'avoir commis des fautes de gestion à l'occasion de l'exécution des budgets de l'État ou à l'occasion de la gestion des biens publics. Et la Cour des comptes a les pouvoirs prérogatifs de prononcer des sanctions pécuniaires, c'est-à-dire ordonner par exemple la saisie des rémunérations des comptables, des contrôleurs budgétaires ou des gestionnaires de l'argent de l'État. Ces animateurs, c'est qu'ils soient à la hauteur de la confiance leur placée
aujourd'hui par le président de la République, mais aussi par le peuple congolais, en passant par la confiance que nous plaçons en eux, nous en tant qu'acteurs de la société civile. Dans le reste de l'actualité de la semaine, au total 20 000 sacs de maïs blancs et jaunes, une équivalence des 500 tonnes produits du service national venus de Kanyama-Kasese sont vendus au solde au ministère de la fonction publique. Cette opération a été lancée le vendredi 20 janvier dernier à la place Golgotha et a pris 48 heures. Sauf que seuls les agents de ce ministère, bien entendu, la fonction publique, sont autorisés à se procurer ce produit agricole. C'est un reportage de Philo Chiloba et Pichunzita. C'est un coup de génie réussi par les services nationaux lors du lancement de l'opération des ventes et d'achat de produits agricoles, production des bâtisseurs de la République, les ex-Kuluna. La place appelée Golgotha au ministère de la fonction publique a servi de cadre pour cette cérémonie. En gros, 20 000 sacs de maïs blanc et jaune, l'équivalent des 500 tonnes, sont écoulés ici. Seuls les agents du ministère de la fonction publique sont censés se procurer durant 48 heures. Et c'est à raison exceptionnelle de 18 000 francs congolais, soit 9 $, un sac de 25 kg dont le prix habituel revient à plus ou moins 50 000 francs congolais, soit 25 $. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est ici remercié au regard du dynamisme qui revêt actuellement les services nationaux. Aujourd'hui, l'administration publique a été visitée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a pensé aux fonctionnaires. Ces jours, nous venons de bénéficier au prix nationaliste des sacs de semoule de maïs blancs et jaunes, produits localement, un produit bio et à un prix hors concurrence. Nous sommes dans la joie et nous ne pouvons que manifester nos remerciements à l'endroit du commandant suprême du service national. Et merci aussi en tant que maire pour voir cette jeunesse désœuvrée, longtemps oubliée, cette jeunesse marginalisée, indexée, qui était à la base du désarroi, de la destruction dans nos populations, devenues aujourd'hui des agents de développement. Prenant également la parole, les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, souhaitent que tout citoyen congolais soit bénéficiaire de la production du service national. C'est un perpétuel insatisfait que je vois. Il y a des gens qui pensaient que le service national était un service au service seulement de l'armée et de la police. Nous avions dit non. Le service national a été créé pour contribuer au développement, pour contribuer à la reconstruction, pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Ces produits, venus des Kanyama-Kasese dans les Olomami, représentent les fruits d'une expérience efficace qui s'étend actuellement dans d'autres provinces. Comment rentabiliser les caisses de l'État au niveau communal? Une question qui revient régulièrement dans l'opinion congolaise et pour certains experts, l'impôt sur les revenus locatifs, mieux collecté et canalisé, peut rentabiliser les caisses de l'État et aider par la voie des conséquences ces entités à mettre en place leur politique de développement à la base. Qu'en pensent les Quinois? Élément des réponses justement dans ce reportage de Willy Akonda et Ruben Manata. Les constructions à hauteur continuent de sortir des terres dans la ville de Kinshasa. Avec l'accroissement du nombre de maisons à louer, certains pensent que l'impôt sur les revenus locatifs peut aider les communes à avoir les moyens de leur politique. Ceux qui l'État doit à 12%, oui, d'autres peuvent prendre la raison. Pour Barabi, seul et sous les aides, il y a l'État. L'État, c'est qu'il faut s'appliquer. L'État a le droit de collecter cet impôt. Il faudrait juste mettre en place les mesures d'application. D'autres, par contre, estiment que la collecte de cet impôt est un véritable défi à relever. L'État, je ne suis pas d'accord.
Si l'État veut collecter cet impôt, il doit exiger aux locataires de les payer et non toucher sur l'argent du bail. Comme solution pour mieux capter cette manne, un Congolais pense qu'il faut mettre à contribution les régies financières locales. Les gens sont prêts, les gens ne refusent pas de payer. Les gens sont prêts à payer. Moi, je propose qu'on essaie de faire ces régies de DGRK. Si on peut faire des DGRK communales, chaque commune puisse avoir sa direction, son régie de DGRK. Contactés pour avoir plus d'éclaircissements autour de la collecte et de la gestion de cet impôt, les services de la maison communale de Lingwala ont promis de répondre prochainement à notre préoccupation. Et puis, à la Banque centrale du Congo, 2022 était une année particulière. C'est au cours de cette année justement que la première émission d'obligations du Trésor indexé a été lancée. Le montant total de ces émissions et des bons du Trésor indexé est évalué à 1279,6 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 635,9 millions de dollars américains contre 708,8 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 352 millions de dollars américains en 2021. Regardez. À en croire un communiqué du ministère des Finances, les opérations d'adjudication effectuées en 2022 ont enregistré un taux d'accroissement de 81%. Une déduction faite des remboursements, note le ministère des Finances. Le montant net levé sur les marchés financiers intérieurs s'est chiffré à 449,3 milliards de francs congolais en 2022 contre 255,9 milliards de francs congolais en 2021. Dans ce communiqué, le ministère des Finances fait remarquer que cette évolution positive atteste de l'adhésion croissante des agents économiques au titre public qui jouent de plus en plus leur rôle d'instruments de financement pour le gouvernement congolais et de placement pour les investisseurs. Le ministère des Finances fait savoir également que l'année 2022 a connu la première émission d'obligations du Trésor indexé, qui sont des titres à moyen et long terme, négociables en francs congolais, indexés au cours d'échange entre le dollar et le franc congolais. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a également saisi de cette opportunité pour remercier tous ses partenaires, notamment les banques commerciales et les placeurs institutionnels, d'avoir accueilli favorablement ces titres et rassure tous les agents économiques du respect sans faille de l'échéancier de remboursement, comme observé depuis les débuts des opérations en octobre 2019. Pour rappel, c'est face à la faiblesse de la mobilisation des recettes que l'exécutif national de la RDC avait lancé en octobre 2019 les bons du Trésor pour diversifier ses sources de financement afin de répondre à ses dépenses publiques. Une obligation du Trésor est un titre de créance remboursable à moyen ou long terme émis par les trésors publics d'un État, soit par voie des syndications ou par voie d'adjudication, autrement dit, les enchères. Fin complète de cette rétrospective de la semaine sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi. La prochaine intervient la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original.
Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.